L'annonce coup de tonnerre du président Trump mettant fin aux négociations commerciales avec le Canada survient alors que le premier ministre Mark Carney s'est envolé ce matin pour une tournée en Asie. Ce voyage le mènera au sommet de l'ANAS en Malaisie et de l'APEC en Corée du Sud en vue de renforcer les liens économiques et diplomatiques du Canada dans une région clé pour la croissance mondiale. Pour mieux comprendre les enjeux de cette tournée, nous recevons Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, votre réaction à cette annonce du président Trump qui fait vraiment l'effet d'une bombe, souligne-t-elle de nouveau l'urgence pour le Canada de réduire sa dépendance envers le marché américain? Bien, je pense que c'est effectivement le cas. Puis, M. Carney a compris depuis longtemps que M. Trump peut être imprévisible et ça complique les négociations parce que si on négocie avec le secrétaire au commerce, M. Lutnick, ou l'ambassadeur Greer, qui est chargé des négociations commerciales, on ne sait pas si tout ça risque de s'effondrer parce que M. Trump va s'être levé du mauvais pied. C'est que donc, ça renforce l'urgence d'essayer de diversifier les marchés d'exportation du Canada. M. Carney a annoncé des plans très ambitieux plus tôt cette semaine de doubler les exportations envers le reste du monde dans les 10 prochaines années. Et c'est clair que l'Asie-Pacifique est une région qui présente un potentiel très important sur le plan de la croissance et les rencontres qu'il va avoir au cours des 2 sommets auxquels il va assister au cours des prochains jours vont être très importantes. Justement là-dessus, dans quelle mesure est-ce que l'Asie doit vraiment être le pivot de cet effort? Qu'est-ce que ça représente pour le marché canadien? Bien, si on regarde la stratégie Indo-Pacifique qui a été dévoilée par la ministre Joly il y a presque 3 ans, il faut se rappeler que ça avait été fait en novembre 2022. Le gouvernement avait annoncé des investissements de plus de 500 millions de dollars. La stratégie est en bonne voie d'être mise en œuvre. Il y a des bureaux d'EDC, des nouvelles ambassades qui ont été ajoutées. Il y a eu des postes supplémentaires de délégués commerciaux. Et puis, il y a eu aussi plusieurs missions commerciales. Plus récemment, il y a eu un traité de libre-échange qui a été signé avec l'Indonésie. C'est que ça, je pense que les bases pour augmenter nos exportations sont là. Bien sûr, dans toutes ces discussions-là, les relations personnelles sont très importantes. Et puis, il y a 2 grands joueurs en Asie-Pacifique avec lesquels il faut améliorer nos relations. D'une part, il y a l'Inde. D'autre part, il y a la Chine. Avec l'Inde, il y a un rapprochement qui a été entamé. Mme Anand vient de compléter une visite. M. Carney a été invité à se rendre en Inde pour une visite officielle qui aura lieu peut-être au mois de février. Tandis qu'avec Xi Jinping, le président de la Chine, je pense que M. Carney va vouloir discuter de façon d'augmenter le commerce. Et puis là-dessus, la question clé, c'est comment régler les tarifs réciproques qui ont été imposés par les 2 parties. La commission mixte sur l'économie et le commerce s'est réunie à la fin du mois d'août. Il y a des discussions qui sont en cours. Et puis, je pense qu'à la lumière des problèmes qu'on a avec les États-Unis, probablement que le Canada va devoir recalibrer de façon assez substantielle sa relation avec la Chine. Oui, parce que quand même, il y a à peine 3 ans, le Canada qualifiait la Chine de puissance globale perturbatrice. Cette semaine, vous l'avez mentionné, la ministre Anand a déclaré que le Canada considère désormais Pékin comme un partenaire stratégique dans un monde dangereux. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce revirement et de ce que ça signifie pour l'avenir des relations commerciales du Canada? Bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de contradiction entre les 2 termes parce que on a appris beaucoup sur le comportement de la Chine, son ingérence dans nos processus électoraux, son ingérence auprès de la communauté chinoise au Canada, grâce à la commission Hogg. Mais et on sait que la Chine aussi, c'est une puissance qui veut refaire l'ordre mondial, qui veut changer les normes internationales. Et ce que fait le président Trump, ça aide énormément la Chine à avancer son agenda parce que la Chine se dit « nous sommes un partenaire fiable ». C'est donc le défi pour le Canada, c'est d'essayer de naviguer entre 2 superpuissances qui ne respectent pas les règles nécessairement parce que même si la Chine dit qu'elle respecte les règles internationales, le droit international, qu'elle est la championne du libre-échange, on sait qu'elle est très protectionniste, qu'elle contourne les règles quand ça ne fait pas son affaire. Et là-dessus,
les rencontres que M. Carney va avoir en Asie vont lui aider à développer des coalitions pour essayer de protéger les éléments du système international qui sont indispensables au succès du Canada, surtout du côté du commerce international, pour avoir un système où il y a encore des règles qui s'appliquent à la majorité des joueurs. En même temps, le Canada courtise simultanément l'Inde. Comment est-ce que le Canada devrait équilibrer ses priorités entre la Chine et l'Inde dans cette stratégie d'expansion hors États-Unis? Et est-ce qu'il faut vraiment des approches distinctes pour ces deux partenaires? Je pense que oui. Puis il faut se rappeler aussi, bien sûr, que l'Inde et la Chine sont encore des adversaires très coriaces. Ils ont des problèmes à la frontière. Bien sûr, les tarifs que Donald Trump a imposés à l'Inde parce qu'elle achète du pétrole russe l'ont rapproché un peu de la Chine. Mais là-dessus, le secteur de l'énergie, de l'environnement présente un grand potentiel dans la feuille de route qui a été émise à la fin de la visite de Mme Anand en Inde. On parle justement de ces secteurs-là. Si le Canada exportait davantage de gaz naturel liquéfié ou de pétrole, l'Inde serait preneur. Et puis, si je regarde les échanges, l'an passé, c'était à peu près un total de 24 milliards dans les deux sens là, avec l'Inde, tandis que avec la Chine, c'est beaucoup plus important. Là, on parle de à peu près 115 milliards de dollars. Pour les 6 premiers mois de l'année, nos exportations vers la Chine ont augmenté de 12 % malgré les problèmes qu'on a avec le canola puis les fruits de mer. C'est que donc, ce sont deux partenaires qui ont chacun leurs besoins. En fait, la Chine a aussi besoin du gaz naturel liquéfié canadien et du pétrole canadien. Si on a d'autres marchés, tant mieux, ça favorise la concurrence, ça va aider à avoir de meilleurs prix. Mais aussi, du coup, avec l'Inde, ce qui a été discuté, c'est l'exploitation de minéraux critiques. Et il y a plusieurs sujets là, qu'on va pouvoir continuer de discuter. Et puis, je dirais que le potentiel à long terme avec l'Inde est un peu plus élevé qu'avec la Chine parce que c'est un pays qui est en pleine croissance, une croissance d'à peu près 7 %, qui a des besoins. Ce n'est pas encore, bien sûr, le même marché que la Chine, mais je pense qu'il y a moyen de développer ces deux marchés-là en parallèle. Et puis, le gouvernement semble vouloir consacrer beaucoup de ressources pour atteindre ces objectifs. Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour l'invitation.